On va accueillir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel, qui vient donc de l'association April, qui milite pour les logiciels libres et nous a fait tout à l'heure une conférence sur la propriété intellectuelle, c'est le vol. Et là, c'est sur un projet, comment lancer un projet. Et donc voilà, merci de prendre place. C'est diffusé aussi sur Facebook, donc n'hésite pas à regarder sur Internet. Et Internet, c'est la destination de tout ce qu'on fait, donc forcément, ça ne bougera pas. Donc je suis un travailleur de l'information, un artisan de l'information, un informaticien. Donc chef de projet, développeur, architecte, enfin plein de mots qui vont bien. Développeur quoi, je développe des projets informatiques, des projets web, et cette année depuis 20 ans. Donc ça fait depuis 98, j'ai calculé, j'ai fait quelques dizaines de projets. En moyenne, je dois faire deux projets par an, en moyenne. Ça doit être de cet ordre de grandeur-là. Et je suis plutôt content de moi. J'ai des projets qui n'ont servi à rien, plusieurs, mais globalement, ils ont tous été déployés. J'ai tous réussi à peu près à les finaliser. Par contre, ils n'ont pas toujours été utiles, mais ça, c'est la vie de l'informatique. Et je crois comprendre que c'est aussi la vie de plein de gens en général. On fait souvent des choses qui ne servent à rien. Ça arrive. En informatique, comme c'est que de l'information, que du virtuel, ça arrive encore plus souvent. J'ai vu mon lot d'entreprises qui travaillaient dans le vide. Mais globalement, je suis plutôt fier de moi. J'arrive à faire des projets que je déploie et je vois les utilisateurs qui les utilisent. Et je le sais parce qu'ils se plaignent après coup et ils viennent me voir avec des bugs. Donc je suis content parce qu'ils utilisent mes projets. Ça me fait plaisir. Même s'il y a des bugs, à la limite, je rajouterai des bugs pour être sûr qu'ils viennent me parler après et pour être sûr que ça a un impact sur le monde. C'est très agréable. J'ai l'impression d'être un adolescent attardé qui veut juste être sûr d'exister. Mais à ma manière, j'essaie d'exister. Et j'essaie d'exister en façonnant de l'information, en créant des projets informatiques, en étant chef de projet. Donc je programme moi-même, je fais programmer d'autres personnes à mes côtés. Et j'essaye de prendre en charge des projets informatiques du début jusqu'à ce que je vois comme une fin. C'est-à-dire depuis la conception du projet informatique jusqu'à son déploiement et au retour des utilisateurs pour essayer de faire évoluer le projet dans le bon sens. Donc je prends en général de cette phase de conception qui est très en amont jusqu'à des phases de mise en place qui sont très en aval. Et je démarre souvent, et c'est la règle générale, d'un cahier des charges ou de spécifications fonctionnelles. C'est le point de départ. Et dans mon métier, mais comme dans plein d'autres métiers, on a des points de départ qui ont des qualités variées, diverses, différentes. Ce qui peut être amusant. Donc on peut partir d'un cahier des charges qui fait 200 pages avec des spécifications fonctionnelles additionnelles qui vont elles-mêmes faire des centaines de pages supplémentaires. On peut avoir des pavés phénoménaux. Ça peut être un point de départ. C'est rarement le cas, en fait. Je suis plus souvent parti sur des projets qui étaient décrits sur un post-it ou dans une phrase dans un mail. C'est souvent un point de départ. Et ça fait 20 ans que je fais ça. Et en fait, je préfère démarrer d'un petit cahier des charges. Je préfère souvent démarrer d'un post-it, d'une nappe, d'une demande qui a été faite au coin d'une table, dans un déjeuner, de choses un peu informelles, parce que ça me donne plus de liberté. Ça me donne plus de capacité d'agir sur ce qu'on me demande de faire. J'ai un peu l'impression d'être un plombier qui débarque dans une plomberie et dans une salle de bain. Et dans la salle de bain, on va lui dire non, il faut mettre l'évier à tel endroit, il doit être à telle hauteur, les tuyaux doivent passer là. Et donc si on me spécifie exactement ce que l'on doit faire, très bien, ça va quelque part me mâcher le travail, je n'aurai plus à réfléchir. Donc je vais mettre l'évier exactement à l'endroit où on me demande de le mettre, je vais mettre la tuyauterie exactement de la manière dont on me le demande. Et parfois, je vais faire des choses qui seront peut-être même idiotes, parce que le client, il est peut-être roi, mais il n'a pas toujours raison dans ce qu'il demande. Et en informatique, c'est la même chose. Je tombe très régulièrement sur des demandes qui sont idiotes, qui vont à l'encontre de l'objectif du projet. Et quand on me demande de faire un projet en partant d'un post-it, ça me permet à moi de faire mes propres demandes idiotes personnelles que moi, je vais pouvoir introduire. Mais comme c'est moi qui réalise le projet, je vais pouvoir les mettre en place en tenant tout cela, en ayant une certaine homogénéité, en essayant d'avoir une consistance. C'est-à-dire que quand le projet qu'on m'a demandé de faire, il est un peu flou, eh bien moi, ça me laisse travailler de manière plus efficace. Si le projet est trop détaillé au départ, ça me donne moins d'excuses pour me tromper sur les délais, ça me donne moins d'excuses pour faire d'autres choses, mais finalement, c'est souvent moins agréable. Sauf
et ça a dû m'arriver 2 fois en 20 ans, sauf à avoir des spécifications ou un cahier des charges qui sont écrits de manière brillante. Un cahier des charges qui serait fait de manière brillante, qui aurait réfléchi à tout en amont, qui aurait pensé à tous les problèmes avant qu'ils ne surviennent et à toutes les solutions avant qu'elles ne surviennent. Malheureusement, ça n'existe que trop peu. Et si effectivement ça pouvait exister plus souvent, pourquoi pas. Mais généralement, les demandes, comme dans tous les métiers je pense, comportent souvent leur lot d'ineptie et leur lot d'idiotie. Et donc il faut naviguer à travers cela. Alors un plombier dans la salle de bain, il a son client à côté. Le client va lui dire non mais il faut faire ça. Le plombier va négocier, il va dire oui mais attendez, moi je sais que si je vous mets ça là, ça va bloquer la porte, vous allez avoir du mal parce que vous allez avoir de l'électricité qui est pas loin, ça ne suit pas les règlements. Donc le plombier va apporter son expertise. Eh bien j'ai la même attitude et j'ai le même comportement avec mes clients. Je me retrouve à apporter, dans la mesure du possible, mon expertise en informatique et à dire oui mais attendez, ce que vous me demandez de faire, c'est faisable, mais si je le fais comme vous me le demandez, vous allez avoir la porte qui tape dans l'évier. Ou vous allez avoir vos utilisateurs qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc je peux le faire, mais c'est pas certain que c'est ce qu'il faille faire. Je rajouterai, l'informatique a cette particularité, c'est que l'on peut tout faire en informatique. On peut même faire des choses illogiques. Ce qui me fait mal au cœur à avouer, parce que souvent on considère que l'informaticien c'est un logicien, c'est quelqu'un qui travaille avec de la logique, c'est le cas. Je travaille avec de la logique primaire, de la logique booléenne, des choses assez avancées, et je suis capable de les comprendre en allant dans les retranchements des théories de l'information, jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, on va me demander de faire des choses illogiques. Alors, ceux qui ont Internet ou qui regardent cette vidéo, je recommande une petite vidéo humoristique, les 7 lignes rouges. Je crois que le titre de la vidéo, ça doit être l'expert. Et en fait, c'est un expert auquel on demande de faire des lignes rouges perpendiculaires entre elles et de faire 7 lignes rouges perpendiculaires entre elles. Et donc l'expert est bien embêté parce que dans les dimensions usuelles, on ne peut en faire que 3. En faire 7, c'est au-delà des capacités d'un monde tridimensionnel. Mais en informatique, c'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, on peut faire des choses illogiques. On peut faire des projets dont la base serait 2 plus 2 égale 5. 2 plus 2 égale 4, c'est notre mode de fonctionnement usuel. Dans la vie de tous les jours, si on prend 2 chaises, qu'on rajoute 2 chaises, on en a 4, on n'y coupe pas. Mais en informatique, on peut inventer des règles qui feraient que les 2 multipliés par 2 donneraient un nombre impair. On peut le faire, au risque de devenir un peu fou quand on va le réaliser, parce que l'informaticien qui lui-même va le mettre en place, si on lui demande de faire des choses illogiques, il va généralement pas pouvoir lui-même se transformer en quelqu'un d'illogique et bypasser tout cela, enfin aller outre à ce qu'on nous a appris dans nos fondements. Et ce sera impossible d'un point de vue humain. Mais d'un point de vue technique, c'est possible. Ce serait aussi impossible d'un point de vue des utilisateurs. Faire un projet informatique qui comporterait en soi de l'illogisme serait apportable aux utilisateurs, mais les utilisateurs ne le comprendraient pas nécessairement. Ce serait encore plus compliqué à appréhender. Et Dieu sait que les projets informatiques qui sont compliqués à appréhender, il en existe. Donc il n'y a peut-être pas besoin, en plus, de rajouter des inepties à l'intérieur. Ce serait un peu dommage. Donc tout ça, c'est pour mettre la base. Ça, c'est le point de départ de mon travail. On me fait une demande, on me donne quelques phrases, on me décrit une problématique, on me donne accès à certains utilisateurs, et on me dit, s'il te plaît, fournis-nous un projet informatique, un projet logiciel qui va nous permettre de nous aider dans notre démarche. Donc j'ai une description, j'ai des acteurs, et je dois être capable d'en extraire et d'en fabriquer une solution. Et ça, c'est une démarche un petit peu de puzzle, que j'aime beaucoup, et que j'ai développé avec les années. Ça fait 20 ans que je fais ça. Donc j'ai développé quelques comportements et quelques réflexes qui ne sont pas forcément théorisés, hein, ce sont des habitudes de fonctionnement. Mais j'aime beaucoup ça, et j'aime beaucoup prendre un problème, le découper et en retirer des termes et essayer de voir comment ces termes sont organisés logiquement entre eux. Et ça, c'est ça que je fais à 90% dans mon travail de conception d'un projet informatique et de réalisation. J'essaye de soutirer d'un projet, d'un problème, les concepts qui le tendent. Et ces concepts-là, je les traduis en mots,
des mots assez simples mais explicites. Et ensuite, j'organise les liens entre ces concepts. Et c'est tout. C'est ça, 90% au moins de mon travail, c'est ça, c'est d'essayer de soutirer des concepts et organiser les concepts entre eux. Et une fois que j'ai fait ça, et que c'est fait de manière propre, pas trop bête, avec une logique qui pourra survivre le temps, donc il faut que j'envisage des problèmes qu'on ne m'a pas encore décrits, il faut que je permette des évolutions que je peux imaginer mais qu'on ne m'a pas forcément présenté. Et donc une fois que j'ai réussi à cartographier mon problème, et bien là, je peux commencer à travailler, à le solutionner. Et c'est vraiment cela. Je peux prendre un exemple d'un exercice d'école. Je suis à l'école, on me pose un problème et il faut le résoudre. C'est quoi la première chose qu'on fait quand on est à l'école et qu'on nous pose un problème? Eh bien, on le lit ce problème et on essaye de le comprendre à 100%. Je suis sûr que... Alors je te regarde parce que je suis sûr que tu as des problèmes à résoudre à l'école. Eh bien, il faut d'abord le lire, le problème. Et il faut le comprendre. Et c'est déjà super difficile à faire ça. Et ça, c'est un truc, moi quand j'étais à l'école, mais ça m'arrivait régulièrement de le rater. Et je faisais un hors-sujet. Quand je répondais à un problème, ça m'arrivait régulièrement de répondre à côté du problème. En informatique, ça arrive très régulièrement qu'on fasse la même chose. Ça arrive très régulièrement qu'on fait une conception, qu'on développe des concepts qui nous plaisent bien en tant que concepteur, ça peut même nous amuser, mais qui au final ne correspondent pas au problème qu'on nous a demandé de résoudre. C'est très courant. Alors, il se trouve que je suis malgré tout payé, donc ça ne m'empêche pas de le faire à l'occasion, mais c'est rater un petit peu le travail qu'on nous a demandé. Donc c'est un petit peu dommage, et c'est quelque chose à toujours voir. Et pour cela, il y a des méthodes de travail qui évitent cet écueil-là. Cet écueil, c'est ce qu'on appelle un effet tunnel. C'est-à-dire, on vous a posé un problème. Le problème, on vous l'a peut-être posé en janvier. On est dans le monde professionnel, bien parfois, on va vous demander une réponse en décembre. Et pendant toute cette période de janvier à décembre, dans beaucoup de projets, on vous laisse travailler. C'est le principe. C'est souvent comme ça que les gens réfléchissent. On vous a donné le problème en janvier, on vous a demandé de répondre et de donner la solution en décembre. Eh bien, on attend une réponse et vous devez nous la présenter. Et cette réponse doit être parfaite en décembre. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait non pas seulement dans l'informatique, mais on fait dans beaucoup d'endroits. Vous avez une fabrication de voitures, vous avez un tunnel à construire. Le tunnel, on vous donne une date de départ, on s'attend à une date d'arrivée, et entre les deux, vous travaillez, et puis on va essayer de vous interrompre le moins possible. Et on espère qu'à la fin, une fois cette durée passée, une fois ce tunnel emprunté, parcouru, réalisé, au bout, vous aurez un produit qui répondra exactement à la demande initiale. C'est-à-dire qu'en décembre, ce qui avait été demandé en janvier a été réalisé parfaitement. Et en fait, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme tout à fait classique qu'on utilise encore aujourd'hui en informatique et qu'on a souvent décrit sous la forme du cycle en V. Le cycle en V est un des exemples de méthodologie pour travailler comme cela, où on vous donne des spécifications. Alors, généralement, on essaie de vous les donner les plus détaillées possibles. Parce qu'en janvier, quand vous démarrez votre projet, l'idée, c'est que vous ayez toutes les billes possibles et imaginables. Vous avez vraiment toute la cartographie de votre problème, tous les intervenants, on leur a posé les questions, on sait exactement quels sont les enjeux, on a déjà tout imaginé à l'avance. Ensuite, de janvier à décembre, on met les codeurs sur le boulot. Donc, en gros, les codeurs, on s'attend à quoi? On leur donne du café le matin et ils pissent du code la journée. C'est ça le travail d'un codeur. En tout cas, c'est comme ça qu'on pense au travail d'un codeur, d'un informaticien. Et pendant les 12 mois de son travail, il va avancer, il va résoudre, il va corriger, il va mettre en place ce qui lui a été demandé de manière très détaillée en janvier. Et en décembre, on aura, tadam, une solution parfaite au problème posé. Et en fait, on a constaté que ça ne marchait pas du tout. C'est un mécanisme qui est une perte phénoménale de temps, d'énergie et d'argent. Et en plus de ça, on n'obtient jamais un résultat à la date demandée. Donc de toute façon, les gens, on leur demande de faire quelque chose pour décembre. Oui, vous l'obtiendrez peut-être en décembre de l'année suivante. Ou même de l'année encore suivante. Parce que quand les gens vont commencer à mettre le nez dans ce qui a été fourni comme solution à votre problématique, on va se rendre compte que ça ne correspond pas. On va se rendre compte que la solution qui a été codée de janvier à décembre, que la réponse au problème qui a été présentée, elle répond mal au problème, que le problème a été mal compris, qu'il y a eu des éléments qui ont été mal emmanchés, mal organisés, que les concepts qui ont été retirés du projet ne sont pas les bons et que les liens entre les concepts sont mauvais, parfois illogiques par rapport au problème. Tout ça,
si on fait travailler les gens dans un tunnel, eh bien, on ne peut pas corriger au fur et à mesure, on ne peut pas ajuster le parcours du projet en cours de vie. Et depuis quelques années, dans le monde notamment dans le monde informatique, dans le monde du logiciel et dans le monde du logiciel libre en particulier, on a développé des méthodologies pour essayer de résoudre ce problème-là. Cet effet tunnel, on n'en veut plus. On ne veut plus travailler à part pendant toute une période de temps avec juste comme interaction un problème qui nous est posé au début et puis une solution qu'on doit résoudre à la fin. Non. À présent, on essaye de travailler en mode ce qu'on appelle agile. Alors c'est un joli mot qui plaît beaucoup à beaucoup de décideurs et qui permet, c'est l'idée de l'agilité, et qui permet de dire pendant toute la durée de vie du projet, pendant toute la réalisation du projet, on va rester en interaction le plus régulière possible avec les gens qui vont utiliser le projet à la fin. On va essayer de ne pas partir sur cet effet tunnel. Donc en gros, on travaille indépendamment dans notre coin, dans une grotte, on a mis l'équipe de développeurs, on n'y touche pas, on ne les interrompt pas pendant un an. Non, l'idée c'est qu'au contraire, on va mettre les informaticiens au milieu, alors c'est une figure, en interaction avec les utilisateurs du projet informatique qui est en train de développer. Alors ça se formalise sous différentes formes, notamment on peut désigner un responsable du produit, c'est une façon de le faire, ou un responsable du client. Un product owner, on appelle ça dans certaines méthodologies, dans cette façon de travailler. Et on va essayer de voir avec lui en interaction régulière, on va essayer de voir son problème, ses spécifications, son cahier des charges initiales, comment on peut le faire évoluer au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça aussi que moi j'aime bien travailler avec des spécifications un peu floues, qui comportent encore une marge de manœuvre, c'est que justement, avec le temps, en interaction avec les utilisateurs, je vais pouvoir avoir avec eux de quoi ils ont besoin. C'est une des particularités de l'informatique, c'est une particularité, je pense, de beaucoup de domaines, enfin, c'est de ces domaines qui sont encore très nouveaux, encore très malléables. L'informatique, c'est très jeune, hein, c'est une science qui a quelques dizaines d'années. C'est une science où les gens ne savent pas encore ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en janvier, quand je vous demande de faire un projet informatique, en décembre, la technologie va avoir tellement évolué, les interactions, l'informatique en général va avoir tellement évolué que peut-être la réponse qui avait été fournie en janvier n'est plus valable en décembre. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'on va fournir potentiellement des solutions qui seront déjà obsolètes. Et ça gâche ce que l'on fait. Ça veut aussi dire que si c'est déjà obsolète, ça veut déjà dire qu'on travaille dans le passé. On travaille à résoudre des problèmes qui ont peut-être été dépassés depuis déjà quelques temps. Or, avec ces mécanismes d'agilité, donc c'est quelque chose qui est très, très à la mode depuis une quinzaine d'années, je dirais. Avec ces mécanismes d'agilité, on va essayer au contraire d'extraire tout de suite de la valeur de son projet, de la valeur économique, de la valeur d'usage. Et plutôt que j'ai un projet que je démarre en janvier et en décembre, je fournis le projet réalisé, non, l'idée en agilité, c'est j'ai un projet qui démarre en janvier, en février, je vais déployer quelque chose en production et je vais fournir quelque chose, je vais fournir un début de solution aux utilisateurs ou aux clients. L'idée, c'est de, le plus rapidement possible, transmettre de la valeur. C'est un peu comme de répondre à un problème. On vous pose un problème à l'école. Eh bien, l'idée, c'est pas de travailler pendant 4 heures sur le problème et puis au bout de 4 heures, vous donnez votre fiche et vous la rendez. Et puis, bonne chance si vous vous êtes trompé sur l'intitulé. Non, l'idée, c'est que pendant les 4 heures, vous allez interagir avec celui qui vous a posé le problème. L'idée, c'est que pendant les 4 heures, vous allez co-construire la solution au problème. Et ça, c'est un mécanisme qui est finalement assez récent dans les mentalités et qui est en train de s'implanter un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'introduire ces mécanismes de flexibilité dans d'autres branches. Alors, il faudrait décliner ça, et je ne sais pas si, par exemple, dans le bâtiment, on va faire beaucoup venir les clients, de voir avec eux, en fonction des plans qui ont été posés initialement et qui ont été négociés, quelles sont les variations que l'on peut faire sur ces plans. Alors, généralement, on va vous faire payer pour ces variations-là, dans une certaine mesure, mais il y a aussi d'autres éléments qui seront plus malléables, et vous pourrez changer le parquet, vous pourrez changer les portes, vous pourrez changer l'emplacement de certains murs. Le plus tôt vous intervenez dans le projet, le plus possible ce sera à faire sans impact économique. C'est la même chose en informatique. Si vous travaillez en interaction tout de suite avec les utilisateurs, tout de suite avec le client, le plus tôt possible dans les phases du projet, le plus tôt vous pourrez fournir de la valeur au client.
Moi, j'ai déjà fait ça. On m'a déjà demandé de coder. C'était un projet que j'ai bien apprécié. Un projet de réseau social pour le monde agricole. C'était un peu spécial, un peu amusant comme point de départ, mais l'idée c'est que le monde agricole, ils ont aujourd'hui des revues, ils ont beaucoup de magazines, d'interactions avec des papiers qui leur permettent de se mettre à jour, les techniques agricoles, les façons de travailler, les orientations économiques ou les orientations de l'état de l'art. Eh bien, il y a des magazines qui se sont dit « Ah, les réseaux sociaux c'est intéressant, est-ce que nous, en tant qu'éditeur de magazines papier, est-ce que ce ne serait pas intéressant qu'on touche un peu, qu'on mette le doigt dans des réseaux sociaux à destination de nos clients habituels du papier ?» Donc on a monté une équipe de 3 personnes. Moi j'étais le chef de projet, j'ai eu un développeur web et un développeur back-end, on dit, qui faisait le code un peu plus hardcore, un peu plus dur. Et en 3 mois, on a réussi à faire une mise en production du projet. Un réseau social, donc vous pensez Facebook ou Twitter, c'est des projets qui prennent des mois et des années à arriver à maturité. En 3 mois, on avait un réseau social utilisable qu'on a déployé en production et qui a été publié, c'est-à-dire qu'on a demandé à certains utilisateurs, à certains clients de se connecter. Et ça fonctionnait. J'étais très très fier de moi. Bon. L'éditeur s'est rendu compte que ce n'était pas son cœur de métier, il n'a pas investi plus que ça, le truc s'est écroulé par manque d'utilisateurs au final. C'est un réseau social, hein. Après tout, le réseau social, il en existe, tout le monde en crée à l'appel, mais il est compliqué de trouver une masse d'utilisateurs que cela intéresse. Mais ça n'empêche, moi d'un point de vue technique, dans ce mode d'itération rapide, on a réussi en 3 mois à fournir quelque chose qui avait une valeur, qui était utilisable, qui permettait d'extraire et de voir et de piloter et de montrer au client ce qu'il existait et ce qu'il pouvait avoir. Le client, il était très content. Il a vu que ça ne lui correspondait pas, il a arrêté. Bon, c'est un peu rageant. Le code, maintenant, il est inutilisable, parce qu'avec le temps, il devient obsolète. Ça, c'était il y a déjà quelques années. Mais ça montre un petit peu ce qu'il leur a permis de faire. Ça s'appelle un prototype rapide. Et 3 mois, dans n'importe quelle industrie, c'est plutôt rapide. Donc, en fin de compte, il a investi de l'argent. Il a vu où ça le menait. Au fur et à mesure des 3 mois, il a interagi avec nous pour orienter, pour voir ce qu'il voulait avoir. Il a fait des vidéos, ils ont fait de la publicité autour de ça. Et au bout de 3 mois, ils ont eu quelque chose d'utilisable. Ça permet de vraiment éviter complètement l'effet tunnel. Et cet effet de j'ai posé une question il y a N mois, j'obtiens une réponse N années après, en retard, obsolète, qui ne répond pas bien au problème et qui est bien trop coûteuse. On le rencontre partout. Dans l'informatique d'État, il y a des projets informatiques qui continuent à travailler dans ces modes tunnels. On en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres contextes, des projets de paye d'administration. Dans l'administration, il y a beaucoup de fonctionnaires et le système de paye est très compliqué à mettre en place. Eh bien, ce système de paye, ils ont voulu le refondre il y a quelques années. C'était Louvois et c'était la branche armée, mais c'est ça qui est amusant, c'est que la branche armée, ils ont commencé à refaire le logiciel de paye en mettant des centaines de développeurs sur le projet. Des centaines de développeurs. Et ça a pris plusieurs années. Ça a coûté des centaines de millions. Et le truc, au final, est quasiment inutilisable. Sachant qu'en plus, c'est ça qui était le plus drôle, c'est que ce projet qui s'appelle Louvois, il savait qu'il allait être obsolète quasiment en commençant, parce que les administrations étaient en train elles-mêmes, indépendamment, de refaire le logiciel de paye. Donc ça veut dire que l'administration des armées a fait son logiciel de paye, a dépensé de l'argent et du temps et des efforts. Ils ont obtenu un résultat qui était bien triste, bien pauvre. Il y a des militaires qui n'ont pas été payés. Ça allait jusque-là. Donc ils ont été obligés de refaire des fiches papier, des fiches de paye papier pour certains militaires, des militaires qui revenaient d'Afghanistan, par exemple. Donc ça pouvait être très gênant dans certains cas. Et tout cela au nom d'un projet informatique qui avait vraiment dépassé les bornes de la monstruosité. Il avait coûté extrêmement cher, il avait pris beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour des résultats plus que médiocres. Et ça, ce genre de projet-là, il en existe pléthore. En Grande-Bretagne, ils ont refait un système informatique pour la sécurité sociale qui a coûté, et là aussi, ça leur a coûté des millions et des millions pour un résultat qui était bien pauvre et bien test. Donc aujourd'hui, la bonne orientation à faire, c'est des petits projets informatiques et un travail en agilité et en interaction. Et cela permet de réaliser des projets utiles,
rapidement et de les fournir rapidement et de les transformer en quelque chose qui a de la valeur. Donc tout ça, c'est pas facile à faire et surtout, c'est pas facile à faire comprendre parce qu'il y a des mentalités qui sont très difficiles à faire évoluer. Je travaille avec plusieurs clients, des entreprises. Les entreprises continuent à fonctionner beaucoup dans leur esprit, dans leur culture d'entreprise, dans le cycle en V, qui est un cycle qui a été théorisé, on va dire, dans les années 80, peut-être les années 70, je ne sais plus exactement. Et c'est un cycle qui fait typiquement cet effet tunnel. On vous donne des spécifications en amont, un cahier des charges, des spécifications fonctionnelles, des spécifications techniques, une conception. Ensuite, vous faites des manuels utilisateurs, des manuels de test, vous préparez des tests, des recettes, et là, vous codez. Le code est tout en bas du cycle en V. Et ce mécanisme-là continue à rester dans les esprits, continue à être utilisé par beaucoup d'entreprises, à tort, parce que c'est un mécanisme qui est intéressant d'un point de vue de la logique, c'est intéressant du point de vue du découpage, mais ce n'est pas intéressant du point de vue de l'organisation du développement d'un projet. L'organisation qui va bien aujourd'hui, c'est une organisation où les gens doivent interagir dès le début du projet, les gens doivent pouvoir remettre en question les questions initiales et ils doivent pouvoir construire les projets sur lesquels ils travaillent. Et ça, je pense que ça ne s'applique pas qu'à l'informatique, je pense que ça s'applique partout. Et qu'il est mieux de construire une maison avec les clients qui sont en interaction avec l'architecte, avec les maçons, et il est mieux de travailler avec les gens en les impliquant le plus tôt possible dans le projet. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais de toute façon, vous pourrez les poser sur YouTube et sur d'autres réseaux. Normalement, la vidéo devrait y être uploadée. Donc, je vous retrouverai là-bas. Ah. Oui, il y a un problème de confiance et d'interaction. Mais toi, tu penses à la confiance dans le sens de l'arnaque ? Ouais, donc l'idée c'est que dans n'importe quel projet, à partir du moment où on met de l'argent sur la table, en face, si on a des gens qui n'ont pas confiance, en se disant ils vont travailler correctement, ils vont pas essayer de prendre l'argent en faisant le moins possible, le cycle en V et toutes les structures, tous ces machins sont pratiques parce que ça permet de border et de s'assurer qu'on ne se fait pas entuber. Et dans la démarche, comment dire, j'ai un trou, tu viens d'en parler. Mais dans le, oui, non, mais dans le fonctionnement agile, il faut que tu aies la conviction que les gens avec qui tu bosses sont en train effectivement de faire leur maximum pour que ça se passe bien. D'où l'intérêt de l'interaction continue et de la relation continue entre le client et le fournisseur, qui finalement est une des clés du mécanisme et qui se retrouve un peu partout. Mais je pense qu'on en reparlera dans d'autres domaines et que c'est en train de percoler, c'est-à-dire que notamment le logiciel libre, Internet, il y a plein d'évolutions qui sont en train de se mettre en place en ce moment, qui sont des évolutions qui vont vraiment vers la mise en commun, la participation, tout cet esprit de co-construction qui fonctionne bien et qui donne de la confiance et de la valeur. Donc je pense que ça évolue dans le bon sens, mais il faut que les mentalités évoluent avec, et notamment les donneurs d'ordre, les gros donneurs d'ordre, l'État, les administrations, les grosses entreprises, il faut aussi qu'elles évoluent dans leur manière de penser.